Des policiers ont menotté un agent noir infiltré de la CIA, puis un ministre est entré dans la salle d'audience pour s'excuser. Le murmure glacial des murmures résonna dans la grande salle d'audience tandis que les lourdes portes en chêne grinçaient, brisant le silence comme une sonnette d'alarme. Des rangées de bancs en bois rigide bordaient la salle, remplie de spectateurs curieux, de journalistes chevronnés et de stagiaires blasés espérant assister au procès d'un autre noir scandalisé. Les murs, ornés de portraits d'hommes blancs, stoïques, aux perruques poudrées, se dressaient au-dessus de leurs têtes, comme si les fantômes d'anciens jugements persistaient. Un frisson flottait dans l'air, non pas à cause de l'architecture de marbre ou de l'heure matinale, mais à cause du poids de la présomption. Tous les regards se tournèrent à l'unisson, et les murmures se transformèrent en un silence haletant. Un grand noir en costume gris sur mesure franchit la porte, flanqué de 2 marshals fédéraux dont la poigne était ferme, mais sans agressivité. Les néons éclairaient les légères ecchymoses jaunâtres qui encerclèrent ses poignets, à peine dissimulées par ses menottes. Il marchait avec une dignité calme et mesurée, non par peur, ni par culpabilité, mais par la familiarité épuisante d'être perçu uniquement comme une menace. Chaque pas résonnait d'un rythme gravé dans le marbre d'années de silence, de sacrifice et de secret. Langston Miles avait 38 ans, ancien ranger de l'armée, agent secret de la CIA, un homme entraîné à disparaître, à s'infiltrer dans les ténèbres de la guerre mondiale et à murmurer des vérités dans des pièces closes qui ne voyaient jamais la lumière du jour. Mais aujourd'hui, à l'intérieur de ce monument étincelant dédié à la justice, rien de tout cela n'avait d'importance. Son nom avait été effacé de son histoire, ses services ensevelis sous le poids des accusations fédérales, usurpation d'identité d'agent fédéral, obstruction à une enquête sur un trafic de drogue et résistance à l'arrestation. Aujourd'hui, pour la plupart des personnes présentes, Langston n'était qu'un noir parmi tant d'autres en procès, un dossier de plus à tamponner et à classer. Il prit place à côté d'un avocat commis d'office nerveux, dont le costume semblait 2 tailles trop grand et le dossier d'une finesse alarmante. Le regard de l'avocat vacilla avec malaise, passant du banc à la table de l'accusation, puis à Langston, comme s'il s'attendait à ce qu'il craque sous la pression. Langston ne le fit pas. Au lieu de cela, il scrute la salle, méthodiquement, silencieusement. Il avait appris depuis longtemps à déchiffrer les gens avant même qu'ils ne parlent. La façon dont la greffière serrait les mâchoires, la main de l'huissier posée près de son arme de poing, la femme au 2e rang tenant un bloc-notes qu'elle n'avait pas encore touché. Tout avait un sens. À son banc siégeait le juge Frederick Connelly, une figure imposante, tant par sa stature que par la controverse. Sa peau pâle et burinée semblait taillée dans la même pierre que les colonnes qui encadraient la salle d'audience. Sa réputation le précédait comme la fumée avant le feu. Au fil des ans, il s'était forgé une réputation discrète mais ferme de partialité à peine voilée, notamment dans les affaires impliquant des accusés noirs. Les blogs juridiques appelaient cela « tempérament judiciaire ». Les avocats de la défense le qualifiaient de bien plus sombre. Connelly frappa 2 fois son marteau, le son plat et définitif. De l'autre côté de l'allée, la table des procureurs débordait de confiance. Le procureur adjoint Derrick Albrook était assis comme un homme qui analyse une partie déjà gagnée. Sa cravate rouge cramoisie brillait sous son costume bleu marine. Ses doigts nouant lâchement une tasse de café fumante. Albrook était connu non pas pour son éloquence au tribunal, mais pour son carnet d'adresses, des relations qui s'étendaient du Sénat au ministère de la Justice et à plusieurs bureaux de procureurs. Il avait poursuivi des célébrités, des membres de cartels et des lanceurs d'alerte. Mais il souriait rarement comme maintenant. Langston affichait un visage impénétrable, ni stoïque, ni endurci, juste immobile. L'immobilité d'un homme ayant survécu à des trahisons qui ne font pas la une des journaux. 2 semaines plus tôt, il était infiltré dans un entrepôt de Los Angeles, clandestinement, hors de portée même de son supérieur. L'opération était chirurgicale, une vente d'armes de plusieurs millions de dollars entre des entrepreneurs malhonnêtes et un groupe de soi-disant acheteurs munis de badges. Langston avait passé 3 mois à infiltrer le réseau.
à instaurer la confiance, à créer des identités de couverture et à installer des systèmes de surveillance. Ce qu'il avait découvert était pire que prévu. Les armes n'étaient pas seulement vendues à des gangs ou à des extrémistes, elles transitaient par un réseau qui aboutissait à des hommes portant uniforme le jour et masqués la nuit, hauts gradés, politiciens en exercice, agents fédéraux. La corruption n'était pas extérieure au système, elle était intérieure, arborant le même drapeau pour lequel Langston avait autrefois saigné. Il avait tout rassemblé, les images des caméras piétons, les flux de sécurité de l'entrepôt, les transactions cryptées et les enregistrements audio qui lui retournaient l'estomac. Chaque octet était catalogué et envoyé par des canaux sécurisés à ses supérieurs. Puis le silence. Aucune confirmation, aucune suite, aucune trace d'accusé de réception, juste le vide, jusqu'à l'arrivée de la camionnette. Une semaine plus tard, il quittait l'église de sa mère à Baltimore, le soleil illuminant les vitraux et les projetant sur son visage comme une bénédiction. À peine avait-il atteint les marches qu'un véhicule noir banalisé s'arrêta dans un crissement de pneus. Les portières s'ouvrirent brusquement. Des hommes en uniforme de police se précipitèrent sur lui. Aucune explication, aucune question. Il fut plaqué au sol, une botte lui cinglant la colonne vertébrale, les poignets tordus dans le dos. Sa mère hurla depuis l'embrasure de la porte. Personne ne l'écouta. Pas de droit Miranda, pas de pièce d'identité, juste un message. Il n'arrêtait pas Langston. Il le faisait disparaître. De retour au tribunal, la farce continua. Le juge Connelly rejeta la demande de non-lieu sans même jeter un coup d'œil aux documents. L'avocat commis d'office balbutia une protestation invoquant une mauvaise gestion des preuves, mais Connelly l'interrompit d'un regard noir. « Ne perdons pas le temps de ce tribunal avec des démonstrations théâtrales, » marmonna-t-il, comme s'il lisait un texte. Tout était trop poli, trop lisse. Une machine bien huilée, lubrifiée par l'influence et la peur. Langston se renversa dans son fauteuil, le dos droit, le visage serein. Mais sous ce calme, chaque nerf était en alerte. Il savait que les règles du jeu avaient changé. Ce n'était plus un tribunal, c'était une scène habillée de marbre et d'acajou où la justice était une représentation et où le verdict était écrit d'avance. Il le voyait au sourire de Halbrook, à la posture du juge, à la sélection du jury, étrangement rapide. Le coup était joué. Mais Langston avait appris depuis longtemps à ne jamais se plier aux règles des hommes qui évoluent dans l'ombre. Il avait toujours su que révéler la vérité aurait un prix. Ce que le tribunal ignorait, ce qu'il n'était pas censé savoir, c'est que Langston n'avait pas envoyé une seule copie des preuves. Un système de sécurité avait été déclenché, un dépôt secondaire, sécurisé, enterré, crypté, envoyé à quelqu'un en qui il avait toute confiance, quelqu'un qui n'avait ni badge ni titre, mais une conviction inébranlable. La vérité ne s'éteindrait pas dans l'obscurité, que quelqu'un s'était lui aussi tu, non pas par peur, mais par stratégie. Si Langston était jugé, alors le jeu était entré dans sa phase finale. Il ne lui restait plus qu'à survivre assez longtemps pour la faire éclater au grand jour. Car la vérité, une fois révélée, était irréversible. Comme le sang versé sur la neige, elle tache tout. Tandis que le premier témoin était appelé et que l'accusation préparait ses plaidoiries, Langston ne broncha pas. Il joignit les mains sur la table, les yeux fixés droit devant lui. Il n'y aurait ni explosion, ni supplication, ni monologue théâtral. Juste de la patience et de la planification. Qu'il le sous-estime. Qu'ils le peignent avec leurs pinceaux de suspicion et de stéréotypes. On l'avait traité de pire. Il avait enduré pire. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils refusaient de croire, c'est que Langston Miles était toujours un agent, toujours entraîné, toujours dangereux. Et quelque part, les preuves qu'il pensait avoir enterrées les attendaient, tout comme lui. Il y a 2 semaines, sous le voile suffocant du brouillard nocturne, Langston se tenait dans la faible lueur orangée d'une unique ampoule suspendue, dans un garage à moitié oublié, sous un vieux restaurant près de la route 73. Le grincement métallique du volet rouillé se refermant derrière lui était le seul bruit qui rompait le silence. L'air sentait l'essence, le béton humide et les secrets. Face à lui,
Terence Vaughan, un fonctionnaire fédéral aux cheveux clairsemés et aux yeux qui avaient trop vu, arpentait nerveusement la rue, le gravier crissant sous ses mocassins cirés. Langston fouilla dans la doublure intérieure de son manteau et en sortit une petite clé USB usée par les intempéries. Sa surface était rayée, mais elle vibrait sous le poids de ce qu'elle contenait. La voix de Langston était basse, presque respectueuse, lorsqu'il parla. « S'il m'arrive quelque chose, je vous le remets entre de bonnes mains. » Son ton était neutre, mais le scintillement de ses yeux trahissait la gravité du moment. Terence se figea, fixant la clé USB comme une bombe à retardement. Il savait. Il avait lu suffisamment de notes de service, déchiqueté suffisamment de documents classifiés pour en comprendre les implications. Des noms comme le sénateur Lionel Greaves, le général Jonathan Coker, le juge Frederick Connelly. C'était plus que de la corruption. C'était une toile si épaisse qu'elle étranglait quiconque osait parler. Et maintenant, on lui demandait de tenir le couteau qui pourrait la trancher. Terence prit la clé USB d'une main tremblante et hocha la tête, la mâchoire serrée comme un homme qui enjambe un nœud coulant. Il ne posa pas de questions. Il n'en avait pas besoin. Mais la peur avait déjà commencé à le gagner, comme la fumée qui s'élève devant un feu. Ils se séparèrent rapidement. Pas de poignée de main, pas d'au revoir, juste un dernier regard. L'un entrant dans une cage, l'autre dans l'obscurité de l'inconnu. Mais Terence ne rentra jamais chez lui. Des heures plus tard, dans la faible lumière de l'aube, sa berline fut retrouvée 10 mètres plus bas au bord d'un ravin, calcinée au point d'être méconnaissable. Le feu avait tout ravagé, documents, téléphone, son corps. Le rapport officiel faisait état d'une défaillance des freins. Accident tragique. Rien de suspect, disait-il. Juste une autre âme malheureuse engloutie par la route. Mais Langston apprit la vérité quelques jours plus tard, derrière la vitre renforcée d'une cellule de visite, lorsqu'un garde, les mains tremblantes et un brin de conscience, se pencha et murmura ce que les informations refusaient de révéler. C'est alors que Langston cessa d'espérer des secours. La cavalerie n'arriverait pas. La cavalerie était compromise. À l'intérieur de cette révélation, quelque chose se durcit en lui. Le désespoir se transforma en résolution. L'espoir ne mourut pas. Il muta. Il ne serait pas sauvé. Il se sauverait lui-même, même si cela impliquait de se frayer un chemin dans la pourriture, avec rien d'autre que du courage et de la mémoire. Il cessa de compter les jours après cela. Le temps comptait peu dans un système conçu pour l'effacer. Mais chaque seconde devenait une répétition silencieuse de ce qui allait suivre. Et maintenant, la salle d'audience empestait l'ambition éculée et la justice pourrie. La deuxième journée de procès s'éternisait, lourde de théâtre. Les panneaux de chêne brillaient sous la lumière artificielle. Les spectateurs murmuraient, derrière leurs paumes levées, leurs yeux pétillants d'une envie de voyeurisme. L'accusation appela son prochain témoin, le capitaine Braxton Hale, un officier de la division des stupéfiants dont la réputation le précédait comme une bannière tachée de sang. Il se pavana jusqu'à la barre avec l'assurance d'un homme habitué à mentir sous serment. Il dépeignit Langston comme un imposteur dangereux. Il affirma avoir agressé 2 agents lors d'un contrôle routier. Il affirma que Langston refusait de s'identifier. La voix de Hale était douce, répétée, dénuée de toute hésitation. Pressé de questions, il évoqua des caméras défectueuses qui n'avaient pas réussi à filmer l'incident. La salle d'audience murmura, certains hochant la tête, d'autres plissant les yeux. La défense se leva, s'opposant vivement, soulignant l'improbabilité statistique d'une nouvelle panne de caméra dans un système conçu pour la surveillance. Mais le juge Connelly, vêtu de sa robe noire et dans l'indifférence, rejeta sa décision sans sourciller. Son marteau tomba comme la fin d'une conversation. La pourriture n'était pas cachée, elle restait sur le banc. Langston était assis, immobile, entravé aux poignets et aux chevilles, le poids des chaînes moins lourd que celui de la trahison. Il étudiait Hale, non pas les mots, mais le langage corporel, la précision ciselée, les regards en coin.
Ce n'était pas de la conviction, c'était de la performance. Et quelque part, en dessous, la peur. Ils avaient tous peur de ce que Langston savait encore, de ce qui n'avait pas passionné Terence. Alors que l'après-midi s'éternisait, la fatigue retomba comme de la poussière. Les questions de l'accusation commencèrent à se brouiller, les jurés s'agitant mal à l'aise sur leur siège. L'avocat de Langston, Malcolm Renner, se renversa dans son fauteuil, les sourcils froncés, le regard errant comme s'il cherchait une fissure dans les murs. Il n'avait pas parlé depuis sa dernière objection rejetée. Il attendait quelque chose, ou priait, et puis c'est arrivé. Les lourdes portes à double battant au fond de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement avec un bruit métallique qui résonna comme un coup de canon. Des têtes se bousculèrent. Un huissier se leva, surpris. Un homme, vêtu de la robe du clergé, haletant, la sueur perlait sur son crâne chauve, les mains tremblantes non pas de faiblesse, mais de détermination. Il s'agissait du révérend Josiah Bray. Il avançait avec l'urgence d'un homme dont l'âme brûlait d'une affaire inachevée, flanqué de 2 huissiers confus qui ne parvenaient pas à l'arrêter. La salle d'audience s'agita. Des murmures crépitèrent comme de l'électricité. Le juge Connelly fronça les sourcils, s'apprêtant déjà à déchaîner son marteau. Mais le révérend coupa court au vacarme avant que le juge ne puisse parler. Il se déclara pasteur de l'église baptiste de Sion, d'une voix à la fois tonitruante et tremblante. Puis, il se tourna vers Langston, pointant un doigt tremblant. Il était venu s'excuser, non pas discrètement, non pas en privé, mais devant Dieu et les hommes, devant un jury nourri de demi-vérités et un juge baigné de compromis. Des exclamations de surprise parcoururent la salle d'audience. Un juré se couvrit la bouche, un autre serra son collier. L'accusation se leva en signe de protestation, mais l'étincelle était déjà là. Les paroles du révérend Bray résonnèrent comme un passage biblique en pleine sécheresse. Il raconta comment Langston, des années auparavant en Irak, avait sauvé son fils unique lors d'une embuscade qui les aurait tous emportés. Un moment enfoui dans des rapports confidentiels, effacé des gros titres, mais vivant dans la mémoire du prédicateur. Et maintenant, le même homme était enchaîné, accusé, piégé par un système qui invitait les loups à porter la robe. Bray ne réclamait pas le silence, il exigeait la vérité. Il s'avança lentement, les yeux humides, les mains tremblantes, tandis qu'il déposait une Bible à la reliure de cuir usée sur la table d'épreuve. Personne ne bougea. Même le juge Connelly s'était immobilisé. Pour la première fois, le marteau ne frappa pas. Bray ouvrit la Bible avec révérence. Nichée dans ses pages, reliée par un ruban cramoisi, se trouvait une clé USB, jumelle de celle perdue dans les flammes. L'espace d'une seconde, le temps se fractura. La plume du greffier se figea au milieu d'une phrase. Malcolm Renner sursauta, les yeux écarquillés comme s'il venait de voir un fantôme. Langston expira doucement, presque imperceptiblement. Pas d'espoir, pas encore. Mais quelque chose bougea. La salle d'audience n'était plus un cercueil, c'était un champ de bataille. Les agents de sécurité s'avancèrent avec retard, s'avançant vers le révérend Bray, mais le juge finit par parler, la voix brisée. Il exigea l'évacuation de la salle d'audience. Il ordonna la saisie de la clé USB, mais le vent avait tourné. Le peuple avait vu. La vérité était entrée par la porte d'entrée, vêtue de robe et de défi. Alors que les huissiers emmenaient le révérend Bray, il se tourna une dernière fois vers Langston. Leurs regards se croisèrent. Le temps passé, la trahison passée. Dans cet échange silencieux, un non-dit passa entre eux. Le passé avait trouvé une voie, et le jugement avait commencé. Les loups allaient maintenant sentir le feu. Au matin, l'affaire avait éclaté au grand jour. Tout avait commencé par des murmures, des rumeurs circulant en ligne, et un extrait d'une diffusion en direct, granuleux mais électrisant, montrant le révérend Bray debout sur les marches du tribunal, la voix calme mais électrique, ses mots appelant à la vérité plus fort que n'importe quel mégaphone.
Le discours était destiné à un petit public, juste les fidèles rassemblés pour soutenir Miles Langston. Mais en quelques heures, des journalistes indépendants avaient capturé le flux et l'avaient diffusé sur toutes les plateformes. Il avait été partagé, republié et réinterprété, suscitant quelque chose de plus dangereux que l'indignation. La croyance. La croyance que peut-être, juste peut-être, la vérité avait une chance de se frayer un chemin à travers la SA. Le murmure glacial des murmures résonna dans la grande salle d'audience, tandis que les lourdes portes en chêne grinçaient, brisant le silence comme une sonnette d'alarme. Des rangées de bancs en bois rigides bordèrent la salle, remplie de spectateurs curieux, de journalistes chevronnés et de stagiaires blasés, espérant assister au procès d'un autre noir scandalisé. Les murs, ornés de portraits d'hommes blancs stoïques, aux perruques poudrées, se dressaient au-dessus de leurs têtes, comme si les fantômes d'anciens jugements persistaient. Un frisson flottait dans l'air, non pas à cause de l'architecture de marbre ou de l'heure matinale, mais à cause du poids de la présomption. Tous les regards se tournèrent à l'unisson, et les murmures se transformèrent en un silence haletant. Un grand noir en costume gris sur mesure franchit la porte, flanqué de 2 marshals fédéraux dont la poigne était ferme mais sans agressivité. Les néons éclairaient les légères ecchymoses jaunâtres qui encerclaient ses poignets, à peine dissimulés par ses menottes. Il marchait avec une dignité calme et mesurée, non par peur, ni par culpabilité, mais par la familiarité épuisante d'être perçu uniquement comme une menace. Chaque pas résonnait d'un rythme gravé dans le marbre, d'années de silence, de sacrifice et de secret. Langston Miles avait 38 ans, ancien ranger de l'armée, agent secret de la CIA. Un homme entraîné à disparaître, à s'infiltrer dans les ténèbres de la guerre mondiale et à murmurer des vérités dans des pièces closes qui ne voyaient jamais la lumière du jour. Mais aujourd'hui, à l'intérieur de ce monument étincelant dédié à la justice, rien de tout cela n'avait d'importance. Son nom avait été effacé de son histoire, ses services ensevelis sous le poids des accusations fédérales. Usurpation d'identité d'agent fédéral, obstruction à une enquête sur un trafic de drogue et résistance à l'arrestation. Aujourd'hui, pour la plupart des personnes présentes, Langston n'était qu'un noir parmi tant d'autres en procès, un dossier de plus à tamponner et à classer. Il prit place à côté d'un avocat commis d'office nerveux dont le costume semblait 2 tailles trop grand et le dossier d'une finesse alarmante. Le regard de l'avocat vacilla avec malaise, passant du banc à la table de l'accusation, puis à Langston, comme s'il s'attendait à ce qu'il craque sous la pression. Langston ne le fit pas. Au lieu de cela, il scrute la salle, méthodiquement, silencieusement. Il avait appris depuis longtemps à déchiffrer les gens avant même qu'ils ne parlent. La façon dont la greffière serrait les mâchoires, la main de l'huissier posée près de son arme de poing, la femme au 2e rang tenant un bloc-notes qu'elle n'avait pas encore touché. Tout avait un sens. À son banc siégeait le juge Frederick Connelly, une figure imposante, tant par sa stature que par la controverse. Sa peau pâle et burinée semblait taillée dans la même pierre que les colonnes qui encadraient la salle d'audience. Sa réputation le précédait comme la fumée avant le feu. Au fil des ans, il s'était forgé une réputation discrète mais ferme de partialité à peine voilée, notamment dans les affaires impliquant des accusés noirs. Les blogs juridiques appelaient cela « tempérament judiciaire ». Les avocats de la défense le qualifiaient de bien plus sombre. Connelly frappa 2 fois son marteau, le son plat et définitif. De l'autre côté de l'allée, la table des procureurs débordait de confiance. Le procureur adjoint d'Eric Halbrook était assis comme un homme qui analyse une partie déjà gagnée. Sa cravate rouge cramoisie brillait sous son costume bleu marine, ses doigts nouant lâchement une tasse de café fumante. Halbrook était connu non pas pour son éloquence au tribunal, mais pour son carnet d'adresses. Des relations qui s'étendaient du Sénat au ministère de la Justice et à plusieurs bureaux de procureurs. Il avait poursuivi des célébrités, des membres de cartels et des lanceurs d'alerte. Mais il souriait rarement comme maintenant. Lorsque le soleil s'est installé sur le palais de justice, le bâtiment n'était plus seulement un tribunal.
C'était une chambre de pression. Les manifestants avaient formé des barricades humaines à l'extérieur, bras croisés, le regard fixé sur le vide, la bouche scandant des rythmes de résistance. Leurs pancartes dressaient le portrait d'un public qui ne voulait plus rester assis à hocher la tête, tandis que la machine du pouvoir rongeait une vie innocente. Les journalistes étaient alignés le long du périmètre tels des vautours sur un champ de bataille. Non pas les présentateurs nationaux raffinés, mais les indépendants, ceux qui n'avaient pas de patron sur le dos, ceux qui vivaient de dons, dormant dans leur voiture s'il le fallait, en quête de la vérité qui laissait des bleus. À l'intérieur, cependant, l'atmosphère semblait d'une toute autre réalité. La salle d'audience était froide, silencieuse, oppressante. La lumière du soleil semblait incapable de pénétrer les épais murs de marbre, comme si même la nature refusait d'assister à ce qui allait se dérouler. Au centre de tout cela, Miles Langston était assis, les poignets menottés, la posture droite, le regard fixé sur le vide. Son équipe de défense semblait tendue mais sereine. Gerald Boone, son avocat principal, tapota son dossier d'un stylo en rythme. Le rythme n'était pas nerveux, il était calculé, un métronome avant la tempête. Puis vint le moment, la clé USB. Boone la présenta avec une attention particulière, presque cérémonieuse. Le silence s'installa dans la salle d'audience, comme si un artefact ancien venait d'être exhumé. On l'avait reçu tard la nuit précédente. Livraison anonyme, pas d'empreinte digitale, pas de notes. Juste une simple clé USB et un tuyau chuchoté d'une source trop effrayée pour être vu. Boone n'avait pas fermé l'œil depuis sa réception. Il avait passé la nuit à visionner chaque seconde d'enregistrement, à écouter chaque bribe d'audio, sachant que cela pouvait soit détruire leur dossier, soit révéler quelque chose de bien plus sinistre qu'on ne l'imaginait. L'accusation frappa vite. Tels des loups flairant le danger, ils bondirent terre sur leurs pieds, protestant avant même que la clé ne soit insérée. Ils la qualifièrent d'irrecevable, non vérifiée, peut-être inventée. Leur langage transpirait l'urgence, non la prudence. Boone répliqua, réclamant un contrôle judiciaire du contenu. Sa voix ne s'éleva pas, ne trembla pas. Il parlait comme un homme conscient de l'ampleur de ce qui l'attendait. Le juge Connelly, habituellement arrogant, les lèvres pincées par la conviction, semblait différent aujourd'hui. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il ajustait sa robe. Son visage avait perdu ses couleurs, laissant derrière lui l'image de l'homme sûr de lui qui avait écarté les témoins d'un regard et statué sur les objections avec majesté. Il jeta un coup d'œil vers la galerie, puis vers les caméras qui enregistraient maintenant discrètement derrière une vitre. La pression ne se limitait pas à l'intérieur de la salle d'audience. Elle venait d'en haut, et ceux qui détenaient le pouvoir commençaient à la ressentir. Ce que personne dans la galerie ne pouvait voir, c'étaient les appels entrants à huis clos. Les téléphones bourdonnèrent dans le cabinet, des conversations chuchotées circulaient d'un assistant à l'autre. Le ministère de la Justice, le bureau du procureur général, même 2 sénateurs et un agent de liaison de la Maison-Blanche. Tout le monde voulait que cette affaire reprenne son cours normal. Le procès de Langston n'était plus seulement une affaire juridique. Il devenait une véritable tempête politique. Des noms comme Coker et Greaves étaient prononcés à voix basse. La pression montait. Il fallait bien enterrer cette affaire avant qu'elle n'explose. Mais Connelly, malgré tous ses défauts, savait ce qu'il cachait. Il essaya. Il hésita. Mais finalement, les preuves furent plus éloquentes. La clé USB fut insérée. L'écran vacilla une fois, puis se stabilisa. La galerie se pencha en avant. Ce qui suivit fut accablant. Granulée mais sans équivoque, la vidéo montrait Langston, méconnaissable, barbe fournie, vêtements usés, voix altérée, en réunion dans un local souterrain. Le lieu était stérile, faiblement éclairé et visiblement surveillé. Les conversations étaient assemblées chronologiquement, chacune horodatée, construisant un récit que personne au pouvoir ne voulait voir énoncé à voix haute. Langston était infiltré dans un réseau d'armes clandestins opérant à travers plusieurs États. Ce qui rendait l'action unique ne résidait pas seulement dans son ampleur,
mais aussi dans les acteurs impliqués. Des officiers en uniforme, des agents des services de renseignement militaires et même des sous-traitants d'entreprises privées apparaissèrent dans le cadre. Le moment le plus choquant fut l'arrivée de deux voix familières, uniquement audio, dans le récit. Le général Everett Coker et le sénateur Nathan Greaves. Aucune ambiguïté, aucun déguisement. Leurs paroles étaient nettes, mordantes. « Il a perdu la tête », murmura Greaves dans l'enregistrement. « Il faut le nettoyer. » Peu importe ce qu'il sait, il ne peut pas le révéler publiquement. La voix de Coker était plus froide. Prenez soin de lui et de tous ceux à qui il a parlé. La salle d'audience n'a pas immédiatement éclaté. Il y a eu un instant, à peine 2 secondes, où le silence a plané comme une guillotine, puis l'explosion. Des halètements ont rompu le silence. Les journalistes se sont précipités vers les sorties, leur téléphone enregistrant déjà, téléchargeant déjà. Boone était resté immobile, laissant la révélation s'attarder. Mais ce n'était pas fini. Le marteau du juge Connelly s'est abattu avec une force violente. Il a crié pour rétablir l'ordre, sa voix craquant presque sous son propre poids. Sa déclaration a résonné comme un plaidoyer. Ce tribunal ne permettra pas la propagation de complots. Mais l'atmosphère avait changé. Plus personne ne croyait à cette affirmation. Juste au moment où l'accusation semblait sur le point de prendre pied, une seconde silhouette apparut au fond. Personne ne le reconnut d'abord. Il était silencieux, vêtu d'un costume bleu marine classique, sans cravate, sans escorte. Mais lorsqu'il entra dans le box des témoins, tous les regards se braquèrent sur lui. Il n'avait aucune note sur lui, juste une certitude. Marshall Dent, directeur adjoint de la CIA. Il était arrivé discrètement, ignoré les ordres directs, contourné les protocoles. Et maintenant, sous serment, il confirmait tout. Langston n'était pas un suspect. Ce n'était pas un criminel. Il avait été sous couverture, opérant avec l'autorisation de l'agence, traquant une corruption de haut niveau dépassant les limites de la juridiction de l'État. Sa mission avait été compromise de l'intérieur, et oui, on avait tenté de le réduire au silence. Dent ne mâcha pas ses mots. Il fixa le juge du regard et déclara clairement que les responsables seraient jugés. L'implication planait dans l'air. La responsabilité viendrait, avec ou sans autorisation judiciaire. La salle d'audience sombra dans un silence épais et électrique. Même les caméras semblèrent s'arrêter, incertaines de savoir si elles capturaient l'histoire ou la menaçaient. Dehors, les chants redoublèrent, plus fort qu'avant, plus fort que le marteau. Les voix des manifestants se fondirent en une seule vague déferlante qui s'abattit sur le palais de justice comme le tonnerre. Le peuple savait maintenant, et il ne l'oublierait pas. Puis vint le blocage. Le juge Connelly, pâle et visiblement secoué, annonça une suspension d'audience immédiate. Pas de calendrier, pas d'explication. Il disparut dans son cabinet comme s'il se retirait dans un tombeau. Boone ne bougea pas. Il regarda la porte se refermer derrière le juge, les yeux plissés, percevant quelque chose de définitif dans son geste. Et puis, c'est arrivé. À peine 15 minutes plus tard, l'alerte retentit sur tous les téléphones du bâtiment. Le juge Raymond Connelly fut retrouvé inconscient dans son cabinet privé. Les médecins rapportèrent un accident vasculaire cérébral, déclaré mort avant l'arrivée de l'ambulance. Mais certains dans cette salle, Boone, Dent, peut-être même Langston lui-même, ont reconnu le mensonge caché sous les gros titres. Un homme qui avait autrefois prospéré sous la pression, dont l'échine avait plié sans jamais se briser au service du pouvoir, ne s'est pas effondré dès que la vérité a frappé à sa porte. Parfois, le système n'attendait pas la justice. Parfois, il se protégeait en se mangeant lui-même. Connelly étant frappé d'un accident vasculaire cérébral soudain et suspect, un accident dont beaucoup murmuraient à huis clos mais que personne n'osait remettre en question publiquement, la Cour s'est retrouvée dans l'incertitude. Pendant 48 heures, l'avenir de Langston a vacillé dans l'atmosphère viciée de l'indécision bureaucratique. Puis, par une ordonnance d'urgence à huis clos, un juge fédéral extérieur au circuit a été dépêché par avion sous escorte de protection complète.
Le juge Raymond Ellis est arrivé non pas en fanfare, mais avec le sérieux acquis au fil de décennies passées à gérer des litiges en matière de droits civiques, des tribunaux militaires aux enjeux importants et des affaires si radioactives que peu d'autres osaient les aborder. Homme stoïque, le regard fatigué et la démarche posée, Ellis prit place dans le silence d'une tempête qui s'intensifiait. Il refusa les plaisanteries et laissa le tribunal reprendre son cours normal. Quelques minutes après avoir examiné les dossiers, son jugement était clair. Ce procès n'avait jamais été une affaire de justice. C'était une comédie. Et le scénario avait besoin d'être réécrit. Langston resta le plus souvent silencieux, sans grand discours, sans éclat, sans plaidoyer. Il laissa parler les preuves, laissant les fissures s'élargir jusqu'à ce que les fondations cèdent. Même son avocat, autrefois étouffé par la pression politique, se sentit désormais renouvelé, dynamisé par le mandat d'un juge qui ne tolérait ni ingérence ni intimidation. La salle d'audience ne ressemblait plus à une cage. Elle ressemblait à un champ de bataille reconquis. Lorsque le sénateur Greaves fut assigné à comparaître, la salle se figea. Son nom à lui seul portait le poids du pouvoir, de la corruption et d'une collusion chuchotée. Son absence fut immédiate. Il refusa de comparaître, invoquant des « questions de sécurité nationale ». Mais le juge Ellis ne fut pas impressionné. En moins de 24 heures, des agents fédéraux furent dépêchés sur place. Des mandats d'arrêt suivirent, non seulement contre Greaves, mais aussi contre 3 officiers militaires dont les noms avaient été enfouis dans des notes expurgées et des annexes classifiées. Du jour au lendemain, la salle d'audience devint l'épicentre d'un processus plus vaste. La justice n'était pas seulement sur la table, elle se frayait un chemin jusqu'à la tombe. Dehors, les fourgons des médias bordaient la rue tels des engins de siège. Les journalistes, qui avaient autrefois régurgité les communiqués de presse du gouvernement, cherchaient désormais la vérité, certains avec des remords visibles dans le regard. L'opinion publique, autrefois façonnée par la peur et les spéculations, changeait. Les manifestants remontaient de plus en plus nombreux sur les marches, mais scandaient désormais le nom de Langston, non pas par défi, mais par révérence. Des pancartes indiquaient « La vérité au procès » et aucun héros n'a été laissé pour compte. Les visages autrefois endurcis par le cynisme s'adoucissaient d'espoir. À l'intérieur, alors que la dernière semaine s'écoulait, l'accusation s'effondrait. Elle ne présenta aucun réquisitoire, juste une demande de retrait. Le juge Ellis la rejeta. Il voulait que le dossier soit complet. Il voulait que chaque minute soit documentée, chaque image de cette erreur judiciaire exposée, afin que personne ne puisse jamais dire qu'il ne savait pas. Et puis, le dernier jour, le marteau sonna. Le juge Ellis se leva lentement, sa robe semblant porter le poids des semaines qu'il avait présidées. Sa voix était rauque et voilée, façonnée par des années de vérité, au prix de beaucoup d'efforts. Il ne regarda pas l'accusation. Il regarda directement Langston. Ce tribunal reconnaît le traitement injuste, les poursuites illégales et les mesures ciblées prises contre M. Langston Miles, déclara-t-il, chaque mot tranchant la salle comme une lame. Cette affaire est par la présente rejetée, avec préjudice. Personne ne bougea d'abord. Le silence était presque respectueux, comme si la salle elle-même avait cessé de respirer. Puis vint une ovation debout, ni de la part du jury, ni de la part des auxiliaires de justice, mais de la part de ceux qui s'étaient rassemblés dans la galerie jour après jour, dont beaucoup n'avaient jamais cru voir un tribunal faire autre chose que du mal. Les journalistes pleuraient ouvertement. Certains applaudissaient, d'autres restaient simplement immobiles, silencieux et stupéfaits. Puis, un par un, ils se mirent à scander le nom de Langston. Langston ne sourit pas. Il ne fit pas signe de la main. Il se leva lentement, jetant un coup d'œil au banc du procureur désormais vide, au juge qui avait refusé de se laisser acheter, et enfin à la galerie pleine d'inconnus qui avaient porté son nom sur leurs lèvres, comme une prière. Dehors, le soleil perçait à travers un ciel couvert. Les marches du palais de justice étaient inondées de caméras, de micros perches et de bras tendus pour interpeller. Langston apparut
non pas en uniforme, mais dans un simple manteau noir, les épaules droites, le regard fixé au loin. La foule rugissait, se précipitant en avant, mais la sécurité la tenait à distance. À travers le vacarme, un homme s'approcha. Il ne portait ni caméra ni micro. Il ne portait ni badge de presse ni accréditation. C'était le révérend Bray, avançant du pas tranquille de quelqu'un qui en avait trop vu pour être surpris par la justice qui le rattrapait enfin. Langston le vit et marqua une pause. « Merci », murmura-t-il d'une voix suffisamment basse pour que seul le révérend l'entende. Mais Bray secoua doucement la tête. « Tu ne me dois pas de remerciements, fiston, tu le devais à la vérité. » Langston regarda au-delà de lui, vers le mur de caméras et de journalistes, vers le flot de gros titres qui tournaient déjà, vers un monde en quête désespérée de symboles et de rédemption. Mais il savait ce qu'ils ignoraient. Le combat n'était pas terminé, le système n'avait pas guéri. Il avait simplement été contraint de saigner. Et aujourd'hui, c'était suffisant. C'était un début.